Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réviser, ou plutôt résumer, le second cours magistral de langage. Alors on va tout de suite reprendre par une dernière explication qui est donnée à l'effet de fréquence. Donc c'est sur quoi on s'était arrêté lors du premier cours magistral. L'effet de fréquence, je rappelle, c'est quand on arrive tout simplement à lire plus rapidement des mots auxquels nous sommes fréquemment exposés. Et donc en fait, cette troisième explication donnée, c'est la recherche sérielle, proposée par Forster en 67, donc c'est plus un modèle. Dans un premier temps, ce modèle ressemble à celui proposé par Morton 69. Donc je rappelle, Morton 69, c'est avec les logogènes qui comptent euh, les appareillements pour chaque représentation mentale. Pardon. Il va falloir que je dise ce mot très lentement. Les représentations mentales repèrent ici elles-mêmes des similitudes entre elles et le mot perçu. Donc en fait, elles se comparent avec le mot perçu tout simplement. Chaque représentation mentale se compare avec le mot perçu et crée une somme d'appareillements suivant en fait le nombre de comparaisons trouvées. À partir de là, les représentations mentales avec le plus d'appareillements, donc toutes celles qui sont en fait à égalité au summum, donc toutes les premières entre guillemets, avec le mot perçu, vont être comparées une à une dans un ordre précis. Donc cet ordre il est plutôt simple, c'est que c'est tout simplement les mots les plus fréquemment utilisés qui seront les premiers à être comparés dans ce modèle. Et au contraire, les mots les moins fréquemment utilisés seront comparés après les plus fréquents. Et pour servir d'exemple autre que celui donné au cours, bah, j'en ai fait un petit qui va peut-être même vous apprendre des mots. Alors du coup, imaginons que face à vous, vous ayez le mot topinambour. Après, là, je vais décrire ça, mais en réalité, ça se passe extrêmement vite. Donc c'est un traitement automatique. Oui. Face à vous, vous avez ce mot topinambour. Ce qui va se passer, c'est que chaque représentation mentale va compter le nombre d'appariements entre elle et le mot. Donc on a le mot topinambour, la représentation mentale de topinambour qui compare avec le mot, donc là c'est le bon mot entre guillemets. Tambour qui compare à topinambour, il trouve un certain nombre d'appariements. Troubadour avec topinambour, il trouve un certain nombre d'appariements. Et Hambourg avec topinambour qui trouve encore un bon nombre d'appariements. On peut imaginer que d'autres mots ne trouvent presque aucun appariement. Par exemple, pomme de terre, là il y aura un nombre d'appariements presque nul, même si finalement en réalité il y a un lien sémantique entre topinambour et pomme de terre, mais passons pour cet exemple. Donc nous avons donc quatre mots qui ont le même nombre d'appariements trouvés. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va les comparer un à un, mais dans un ordre précis qui est celui de la fréquence. On peut imaginer que tambour est le mot le plus fréquemment utilisé, celui de hambourg, celui de troubadour, celui de topinambour, si par exemple vous ne savez pas du tout ce que c'est un topinambour, mais que vous avez juste déjà vu le mot, ou typiquement vous n'utilisez ce mot presque jamais. C'est sûr que là, il va être enfoui, il va être, disons, vraiment derrière les autres mots, car il est très peu utilisé tout simplement. Du coup, les mots les plus fréquemment utilisés vont déjà être comparés. Donc, premièrement, on va avoir tambour. Là, on va se rendre compte, cognitivement, c'est un peu toujours automatique, ça ne correspond pas. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est qu'on va laisser la place au deuxième mot le plus fréquent, hambourg. Ça ne correspond toujours pas. Au troisième mot le plus fréquent, troubadour, ça ne correspond toujours pas. Et là, du coup, on va aller petit à petit dans les mots les moins fréquents jusqu'à atteindre le bon mot, topinambou. Et là, c'est bon, c'est correct, ça correspond bien, l'appariement est parfait. Et donc, en fait, ça explique pourquoi, en fait, les mots les moins fréquents sont lus, enfin, sont reconnus ou identifiés plus lentement. Tout simplement parce qu'en fait, on a les mots fréquents qui vont déjà être comparés avant les mots les moins fréquents. Et donc, ça explique aussi pourquoi les mots fréquents, si là, par exemple, ça aurait été tambour, sont plus rapides à être identifiés. Parce que là, si le mot perçu était tambour, la reconnaissance aurait été plus rapide, car tambour est le mot le plus fréquent dans cet exemple. Donc parmi les quatre, hop, dans l'ordre, là, c'est tambour qui est le plus commun. Donc en fait, si ça aurait été tambour, ça aurait été extrêmement rapide à identifier, c'est tambour. Alors que si topinambour, il va y avoir déjà les trois comparaisons là. Topinambour va arriver qu'en quatrième comparaison, ce qui demande plus de temps euh, pour identifier le mot perçu, donc topinambour. Hop, ça permet de varier un peu les exemples. Donc ainsi, ce modèle explique l'effet de fréquence sur la lecture par le fait que les mots les
les plus fréquents sont simplement comparés avant les mots les moins fréquents. Et là, j'ai oublié d'écrire un mot, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, autre effet orthographique. Donc là, oui, on est encore dans les effets orthographiques, on a encore deux à présenter, et après on passera aux effets phonologiques. Bon, après là, on parle de l'âge d'acquisition du mot, qui influence aussi sur la vitesse d'identification du mot. Alors cet effet est autant orthographique que phonologique, et s'explique par la représentation dans laquelle est intégré le mot. Donc en fait, on a les mots acquis précocement, et non pas précisément. Vous voyez, j'écris des conneries. Donc les mots acquis précocement, donc avant 6 ans, vont être intégrés différemment que les mots intégrés après 6 ans, donc disons tardivement. Tout simplement parce qu'avant 6 ans, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, donc nous ne possédons pas de représentation orthographique. Ce qui signifie que les mots que nous allons acquérir précocement vont être acquis par un encodage différent d'après les 6 ans. Donc il va y avoir un encodage différent entre le précoce et le tardif. Donc le précoce, en fait, ça va être encodé uniquement phonologiquement, alors qu'au tardif, ça va être encodé avec une représentation orthographique et avec une représentation phonologique. Donc c'est cet encodage différent, passant exclusivement par le phonologique, qui permettrait une activation plus efficace, tout simplement. Donc en fait, ça ne demanderait une activation que d'une seule représentation, et non de deux, et ça serait peut-être ça qui expliquerait que les mots que nous avons acquis précocement sont plus facilement activables et donc plus facilement identifiés. Donc dernier effet orthographique lexical, pardon, orthographique ou lexical, c'est la même chose, on a le voisinage orthographique. Alors il s'agit de mots avec les mêmes lettres dans les mêmes positions à l'exception d'une. Donc là, pour varier avec l'exemple donné en cours, j'ai pris l'exemple du mot fente qui possède plusieurs mots voisins, plusieurs voisins orthographiques. On peut penser à pente, là il n'y a que le P qui change. Rente, il y a le F qui devient un R. Et fonte, il y a le E qui devient un O. Là, typiquement, on a trois voisins orthographiques que j'ai trouvés pour le mot fente. Ce voisinage peut influer sur le temps de reconnaissance du mot perçu. Cela dépend de la fréquence des voisins orthographiques du mot perçu. Donc en fait, là j'ai fait un petit graphique et après on va venir répéter un peu ce que je vais vous dire là. Et donc là, on peut imaginer qu'on est face au mot fente, qui appartient du coup à un groupe de voisins orthographiques, rente, fonte et pente. On remarquera que rente et pente, pardon, donc rente et pente sont aussi voisins. Il n'y a que le R qui devient un P, il n'y a qu'une lettre d'écart là, alors que fonte et pente, par exemple, ne sont pas des voisins orthographiques. En tout cas, ils appartiennent tous au groupe de voisins orthographiques du mot fente. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une activation dans la représentation, dans le lexique orthographique, des autres représentations orthographiques, disons. Donc en fait, il va y avoir, pour faire plus clair, lorsqu'on aperçoit le mot fente, il va y avoir une activation de la représentation orthographique du mot fente, mais aussi une activation des représentations orthographiques de ses voisins orthographiques. Autrement dit, rente, fonte et pente vont aussi s'activer dans le lexique orthographique. Ainsi, nous avons le mot perçu ainsi que ses voisins qui sont activés. Ce qui va donc se passer, c'est que ça va ensuite jouer, va y avoir une sorte de classement, encore une fois pour comparer un peu comme la recherche sérielle de Forster, il va y avoir un classement du plus ou moins fréquent. Donc on peut imaginer qu'un premier sujet qui travaille dans la métallurgie, entre fonte, fente, pente et rente, le mot pour lui qui est le plus fréquent soit fonte. Ainsi, le mot fonte sera comparé avec fente avant la bonne représentation orthographique, c'est-à-dire le mot fente. Ainsi, il y aura un peu une perte de temps à comparer fonte et fente avant d'arriver à la bonne représentation orthographique. Ce qui fait que le sujet travaillant par exemple dans la métallurgie sera plus lent à identifier le mot fente que par exemple un bûcheron qui aurait certainement le mot fente comme plus fréquent que les autres mots, donc pente, rente et fonte, ce qui signifierait
qu'il identifierait le mot plus rapidement, tout simplement parce qu'il est exposé plus fréquemment à celui-ci. Voilà. Donc il y a un peu un lien avec la recherche sérielle, je trouve. Sauf que là, c'est pas toutes les représentations mentales qui ont un appariement. Là, c'est juste entre voisins orthographiques. Du coup, là, j'ai un petit peu répété. Voilà, version écrite. Donc, si dans un groupe de voisins, celui que nous percevons n'est pas le plus fréquent, alors il sera ralenti car le traitement de ces voisins plus fréquents devra être fait en amont. Donc, typiquement, pour le métallurgiste, on fera déjà fonte avant fente, ce qui fera perdre du temps. Bien évidemment, ça dépend d'un individu à l'autre, car le classement de fréquence de ces mots dépend de notre familiarité avec ceux-ci. Donc là, je rappelle, du coup, le classement entre le bûcheron et le métallurgiste n'est pas le même, car il n'y a pas la même expertise. Donc là, c'est plus en termes de familiarité. On passe maintenant aux effets phonologiques du mot. Alors du coup, là, ça va un tout petit rappel, un peu simplet, pour introduire ce petit chapitre. Lorsque nous connaissons un mot, nous savons aussi sa prononciation, qui est stockée sous forme de représentation phonologique, ou aussi dite représentation phonémique. Alors cette représentation contient l'ensemble des phonèmes indispensables pour prononcer le mot représenté. Donc là, on avait donné en CM l'exemple du mot table, où en fait, on a dans la représentation phonologique, cette représentation phonologique contient tous les phonèmes indispensable. Alors, il ne faut pas le confondre avec le codage articulatoire. Typiquement, on peut savoir, grâce à la représentation phonologique, ce qu'on doit dire et quels phonèmes doivent être prononcés, mais on peut par exemple ne pas être apte à les articuler, tout simplement parce qu'il y aurait peut-être un problème au niveau de l'air de Broca, par exemple. Donc il ne faut pas confondre, ça ne permet pas l'articulation, ça permet de savoir les phonèmes qu'il y a à prononcer. Alors du coup, on va maintenant rentrer plus dans le vif du sujet, avec une petite étude, je ne sais pas, de Coltert et collaborateurs en 77, faite avec des sujets anglais. Alors dans cette étude, on s'intéresse à l'impact de pseudomots homophones. Donc là, un pseudomot, vous savez ce que c'est un mot qui n'existe pas, qui crée toute pièce, mais qui pourrait, de par un peu son look, ressembler à un mot appartenant à la langue. Il pourrait euh, appartenir à la langue, au contraire d'un non-mot où ça serait un ensemble de consonnes qui serait presque imprononçable. Donc un pseudomot homophone, on a par exemple l'exemple du mot brain, donc en anglais B-R-A-N-E, ça n'existe pas, mais il est homophone à un mot qui existe réellement, brain, B-R-A-I-N, qui signifie cerveau en français. Du coup, il va comparer l'impact de ces pseudomots homophones à des pseudomots classiques. Donc typiquement, on a slint. Slint, on se dit que ça pourrait, peut-être, si on ne connaît pas bien l'anglais, appartenir, ça pourrait être un mot anglais. Mais des slint, ça ne correspond à aucun mot anglais, que ce soit au sens orthographique ou au sens phonologique. Autrement dit, aucun mot n'est prononcé de cette façon-là. Slint. Et du coup, il va comparer les effets de ces deux types de pseudomots sur une tâche de décision lexicale. Alors je rappelle, la décision lexicale, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque le sujet perçoit le mot, il doit dire le plus rapidement possible s'il appartient ou non à sa langue. Donc là, pour les deux pseudomots, vu que ce sont des pseudomots, par définition, la réponse à cette tâche est non. Pseudomots, ce sont des mots qui n'existent pas dans la langue. Donc là, non, ces deux pseudomots n'appartiennent pas à la langue, ça, c'est dans la définition en fait. Cependant, les sujets ont plus de difficultés à rejeter brain, le pseudomot homophone. Ils mettent soit plus de temps à répondre, soit se trompent dans leur réponse. Donc on a donc ici un effet de pseudo-homophonie, qui s'explique par une activation du lexique phonologique par le pseudomot homophone, qui va par la suite activer une représentation orthographique existante. Donc brain, B-R-A-I-N. Donc là en fait, il faut bien voir les étapes. Là-dedans, j'explique bien lentement pour que vous puissiez comprendre les étapes. Donc en fait, cette représentation orthographique existante, brain, qui va être activée par la représentation phonologique, va créer un conflit qui va donc rendre le temps de réponse plus long, voire même parfois euh, provoquer une erreur.
Alors au contraire, on a Slint qui n'active aucune représentation, que ce soit orthographique ou phonologique, ce qui ne ralentit du coup en rien le temps de réponse. Et donc là du coup on a un petit graphique, en fait c'est pour vous montrer que ça sera un peu souvent dans le même cadre en fait, toujours ce cadre qu'il faut imaginer, le mot, lexique orthographique, lexique phonologique, mémoire sémantique, voilà, vous voyez. Donc imaginons qu'on ait brain, B-R-A-N-E, la première étape ça va être de regarder dans le lexique orthographique. On ne trouve aucune représentation correspondante. Deuxième étape, on va au phonologique. Ah là, brain, ça se prononce, oui, il y a un mot anglais qui se prononce brain. Du coup, le phonologique va venir activer l'orthographique, et ça va venir activer le mot brain, B-R-A-I-N, donc cerveau. Et c'est du coup cette activation de brain, B-R-I-N, qui va venir créer un conflit, parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir brain, B-R-I-N, qui est un mot appartenant à la langue, alors que le mot perçu, B-R-A-N-E, n'appartient pas à la langue. Et donc c'est ce conflit entre ces deux mots, enfin un pseudo-mot et un mot, qui va venir en fait ralentir le temps de réponse. Donc est-ce que brain appartient ou non à la langue? Donc il faut imaginer qu'en fait que sans le traitement phonologique, il n'y aurait pas de souci. Donc ça montre bien que c'est un effet phonologique. Je vais le garder, je vais pas le fermer complètement. Alors du coup on passe du coup à la page suivante. Ah oui, alors celle-là, cette étude-là, oh là là, celle-là. Alors je sais pas si vous l'avez encore vue en TD2, voilà. Mais on a Ziegler, Van Orden et Jacobs en 87 qui ont fait une expérience avec une procédure bien spécifique. Alors en fait, eux, leur étude un peu spéciale que je trouve, c'est ils demandent au sujet s'il y a une lettre dans un mot, donc c'est une tâche de détection de lettres, par exemple, est-ce qu'il y a un i dans le mot, sauf que le mot que les sujets doivent évaluer s'il y a un i ou non dedans, il est perçu de façon subliminale. Donc vous savez, c'est un peu comme l'amorçage, on va en parler plus tard, donc c'est sur un temps inférieur à 100 millisecondes. Donc en fait, on a le sujet qui a l'impression de faire n'importe quoi alors que finalement les résultats sont bien au-delà du hasard. Et donc en fait ils ont fait cette étude pour prouver l'existence d'une interférence produite par un pseudomophone. Donc en fait il y avait l'idée que si on compare juste mot à pseudomophone et qu'on obtient juste un meilleur score des mots, ce qui paraît logique dans la détection de lettres, on peut pas dire qu'il y a une interférence du pseudomophone, on peut juste dire qu'il y a par exemple une facilitation du mot. Donc là ce serait un peu le principe de parcimonie. Autrement dit, on choisit l'explication la plus simple. Là, pour contrer un peu un biais de confirmation qui viendrait dire il y a une interférence, alors en fait, scientifiquement, c'est pas prouvé si on fait que mot versus pseudo-homophone, et bien ils ont créé deux groupes contrôle pour venir en fait prouver qu'il s'agit d'une interférence et non d'une simple facilitation du mot. Les deux groupes contrôle en fait sont aussi des pseudomots, mais non homophones. Et donc là, en comparant euh, les deux contrôles pseudo-mots, pseudo-homophones et mots, ce qui va se passer, c'est que là, on va pouvoir prouver que ce n'est pas juste une facilitation du mot, mais bien une interférence créée par le pseudo-homophone. Simplement parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un fort taux de réponse correcte pour les mots, par exemple autour de 90%, autour de 70% pour par exemple les pseudomots, et par exemple que 60 ou 55% pour les pseudo-homophones, tout en restant significativement au-dessus du hasard. Le hasard sera à 50% vu que c'est ce qui a la lettre I, c'est oui ou non la réponse. Donc là, c'était un mini résumé du TD2, quoi. Ah non, mini. Alors du coup, maintenant, on passe à Van Orden en 87, qui a aussi tenté l'impact, enfin testé l'impact de homophone, donc là, homophone, donc c'est des vrais mots, sur une tâche de catégorisation. Alors là, je rappelle, la catégorisation, c'est lorsqu'on aperçoit un mot et qu'on doit dire le plus rapidement possible si oui ou non il appartient à une catégorie. Donc là, l'exemple de procédure, c'est qu'on face à un écran, on voit déjà un premier mot, par exemple flowers. Donc là, c'est pour dire en gros, c'est pour dire la catégorie. Après, on a un temps blanc, donc c'est lié ici, on en parlera un tout petit peu plus tard. Ensuite, paf, apparaît le mot cible, donc rose. Donc là, on doit le plus rapidement dire si oui ou non ça appartient à la catégorie des flowers.
Donc là, la réponse est non. Alors rows, c'est le verbe ranger, je crois. Et comparé à robs, c'est plus contrôle. Ça signifie cambrioler. Du coup, ce qui va se passer ici, c'est que il va y avoir plus d'erreurs lorsque on affiche le mot rows, R-O-W-S, que le mot robs, R-O-B-S. En fait, là, l'explication reste la même que précédemment, en venant y ajouter ici l'activation d'une représentation sémantique après les représentations phonologiques et orthographiques. Donc là, pour faire plus simple, on a le mot rows, R-O-W-S, qui va activer rows, R-O-W-S, dans le lexique orthographique, vu que ce mot existe réellement en anglais. Et il va aussi activer la prononciation rows dans le lexique phonologique. À son tour, le lexique phonologique va venir communiquer pour donner d'autres représentations orthographiques possibles. Et donc il y a rose, R-O-S-E, qui là désigne bien une fleur. Donc ainsi, dans le lexique orthographique, on a rose, R-O-W-S, mais aussi rose, R-O-S-E. Et bien évidemment, vu qu'il y a une communication avec la mémoire sémantique et donc les représentations sémantiques, ce qui va se passer, c'est que rose va être assimilé, entre guillemets, à une fleur, tout simplement parce que rose, R-O-S-E, bah oui, c'est sémantiquement, rose, R-O-S-E, c'est une fleur, mais pas R-O-W-S. Donc c'est encore une fois une idée d'interférence, de ralentissement, parce que le phonologique vient ajouter d'autres représentations orthographiques possibles. Hop, on garde encore une fois. Donc j'espère que là, du coup, c'est clair, parce que là, à l'inverse de l'étude de Coltert, là, on passe aussi par la mémoire sémantique, par les représentations sémantiques dans la tâche de catégorisation. Alors, donc on a Van Orden encore en 87 qui a réitéré son expérience avec de vrais homophones en demandant si les mots meat et meat appartenaient à la catégorie food. Donc là vous voyez meat, M-E-A-T, bah, c'est le contrôle, la réponse c'est oui, et meat, M-E-T, c'est là où on expérimente. Donc là c'est un vrai homophone. Donc meat, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont fait une comparaison. Donc globalement, on met plus de temps à répondre non pour meat, M-E-E-T, que oui pour meat, M-E-A-T. Oui, parce que meat ça veut dire viande, ça appartient à la catégorie food, on est d'accord là-dessus. Meet, M-E-E-T, ça signifie rencontrer, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on va observer un peu un double effet, au sens où on a meet, M-E-T, qui ralentit encore plus le temps de réponse que pour Rose, R-O-W-S. Donc on a meet, M-E-T, c'est encore plus dur, encore plus lent à répondre non. Ça n'appartient pas à la catégorie food, que rose, ça n'appartient pas à la catégorie des fleurs. Et ça met en fait en évidence un effet supplémentaire à l'effet d'homophonie. Parce que là, rose, R-O-W-S, c'est homophone avec rose, R-O-S-E, qui désigne fleur. Meat, M-E-E-T, c'est homophone avec meat, M-E-A-T, qui désigne de la nourriture, qui appartient à la catégorie de la nourriture. Et en fait, cet effet supplémentaire, c'est l'orthographe, qui vient aussi jouer dans cette tâche de catégorisation. Mi et mit en fait sont des voisins orthographiques comme on l'avait plus tôt. Mit et mit, il n'y a que le A qui change. Contrairement à Rose et Rose, où là par exemple, là il y a deux lettres différentes. Ainsi, une orthographe proche vient davantage prononcer l'interférence en plus d'une phonologie similaire. Donc là, c'est un peu deux effets qui viennent ralentir un peu une idée de double interférence, au sens où il y a plusieurs représentations orthographiques. Il y a plusieurs représentations orthographiques qui sont activées de par la représentation phonologique, et en plus ces deux mots sont voisins, ce qui vient faire vraiment une sorte de double interférence. Et donc là, on va maintenant parler du paradigme d'amorçage. Donc pour découvrir quand les effets orthographiques et phonologiques jouent, le paradigme d'amorçage est fréquemment utilisé. Alors je rappelle, le paradigme d'amorçage, c'est qu'on a une amorce, donc une amorce ça peut être un mot, qui est perçu par sujet de façon presque subliminale,
donc qui est traité en fait automatiquement. Pour ça, il faut que l'amorce soit mise sur l'écran, par exemple, sur un temps bien inférieur aux alentours de 100 millisecondes. Donc l'ISI, c'est l'intervalle, non, c'est interstimuli intervalle. Donc c'est en fait le moment où l'écran est blanc avant de passer au MOSIC où il doit y avoir un traitement fait sur lui, typiquement un traitement qui peut être une dénomination ou encore une décision lexicale. Là, ce qui nous intéresse, ah oui, oui, ce qui nous intéresse ici, c'est le temps de latence. Donc c'est à partir de quand la personne commence à prononcer sa réponse. Donc le oui ou le non. Pas le. Si c'est une dénomination, c'est pas le temps à prononcer le mot qui compte. C'est le temps avant qu'il commence à parler. Et aussi le SOA, c'est tout simplement le temps représentant l'amorce plus le ISI. Donc c'est ça qui est souvent manipulé, un peu comme VI, pour voir les effets sur le temps de latence. Vous voyez, donc c'est l'idée VI-VD. Et donc là, on avait un peu l'exemple donné en cours, là, c'était là sur des français, l'exemple de NER, N-E-R-T, qui est une amorce, un pseudomot qui sert en amorce, qui va venir amorcer le traitement de NER, N-E-R-F, qui est là un véritable mot. Donc ce qui va se passer, c'est que si on met en amorce très rapidement le mot NER, le pseudomot NER, N-E-R-T, hop, on met l'ISI, donc l'écran blanc. Après, hop, il y a le mot cible qui apparaît NERF, et ben il va être lu plus rapidement, il va être lu plus rapidement, car simplement, par les traitements orthographiques et phonologiques, le mot NER, NERF va déjà en fait être présent, va déjà être activé en fait, grâce au pseudomot présenté juste avant. Alors aussi on avait parlé d'amorce masquée, qui est aussi utilisée à la période de rémanence, afin de rendre le traitement complètement automatique subliminal. Donc là en fait c'est la période de rémanence, c'est le moment en fait où vous voyez la rétine qui perçoit l'image pendant un certain temps après la disparition du mot. Typiquement on voit un mot, il disparaît, et ben on perçoit encore un petit temps à la rétine. Ben en fait on met un masque people à ce moment-là pour que cet effet de maintien de l'image par rétine soit complètement annulé, pour qu'en fait être presque sûr que le sujet n'ait pas perçu l'amorce, mais que le traitement soit en fait 100% automatique afin d'éviter le développement de stratégies. Ou par exemple, le sujet je dirais, bon je vais pas lire l'amorce parce que je sais qu'il y a un lien avec le mot cible, je vais juste lire le mot cible. Donc, le but c'est vraiment de faire d'empêcher toute stratégie de vraiment étudier le traitement automatique quoi, de la lecture, parce qu'on peut pas s'empêcher de lire. Du coup, on reprend avec Graga et Ferrand 96 en 93, qui ont utilisé ce paradigme de l'amorçage pour venir tester différents effets, et notamment venir prouver la facilitation orthographique et la facilitation phonologique. Donc toujours sur des participants français. Donc là, il y a différents exemples qui nous ont été donnés en cours, qui sont aussi disponibles sur le diaporama. Donc là, on a par exemple le pseudomot NER qui va servir en amorce et activer le mot NER, N-E-R-F, qui devra ensuite être lu le plus rapidement possible. Enfin, disons, identifié le plus rapidement possible. Ce qui compte, c'est à quel moment on commence à prononcer. Donc là, entre NER, N-E-R-T et NER, N-E-R-F, on a un partage phonologique, au sens où ils se prononcent de la même façon, ainsi qu'un partage orthographique, au sens où ils ont, enfin, ce partage orthographique au sens où ce sont comme des voisins orthographiques, sauf que, vu que NER n'est pas un véritable mot, c'est un pseudo-mot, on parle ici de partage orthographique. Voilà. Donc c'est le même principe que le voisin orthographique, donc même nombre, enfin, même lettre sauf une, euh, sauf que là, c'est dans le cas d'un pseudo-mot et d'un vrai mot, pour le partage orthographique. Ça va être comparé en fait au temps de dénomination du mot NER, N-E-R-F toujours, avec l'amorçage de NER, N-A-I-R. Donc là, on a ici un partage phonologique, parce qu'on prononce toujours de la même façon, mais l'orthographe est ici bien différente. Ainsi, si on observe en moyenne dans leurs statistiques des différences significatives du temps de latence avant qu'il commence à dire le mot, et ben on observera une facilitation orthographique. Autrement dit, si il y a un partage orthographique,
la réponse sera plus rapide que s'il n'y a pas de partage orthographique lors de l'amorce. Du coup, ils ont fait de même avec la facilitation phonologique, en prenant par exemple toujours ner et ner, donc ça c'est la première, c'est la condition A en fait. Il y a toujours le partage phonologique et le partage orthographique, mais on a modifié ici la phonologie du mot, enfin de l'amorce, du pseudo-mot en amorce, donc nerg, nerg, N-E-R-G, qui est dit avec lequel on prononce le G. Donc là, au niveau orthographique, ça se ressemble, il y a un partage orthographique car, voilà, toutes les lettres sont les mêmes sauf une, et au niveau phonologique, ça ne se correspond pas tout simplement car il ne se prononce pas de la même façon, on dit nerg, et là on dit ner. Ainsi, si on trouve des résultats, des différences significatives entre le temps de latence avant de répondre, avant de lire ner pour cette condition et ner pour celle-ci, et que typiquement, lorsqu'on met ner NERT, c'est significativement plus rapide à dénommer que lorsqu'on met en amorce nerg NERG, ben là on peut calculer l'effet de facilitation phonologique. On peut savoir en fait cette facilitation phonologique de combien de temps elle va accélérer ton processus de dénomination, d'identification du mot. Ah oui, et en fait, oui, ce qui mesurait, en fait, c'était pas le temps de dénomination, je viens de dire une connerie. Ce qui mesurait, c'était encore une fois, c'est une tâche de décision lexicale, c'était une fois, c'était est-ce que le mot est français? Voilà, tout simplement. Mais ça a les mêmes effets. Euh, Autrement dit, tu seras plus rapide à répondre oui, NER, NERF est français, si l'amorce avait un partage orthographique et un partage phonologique plutôt qu'un seul des deux. Donc NERG, uniquement le partage orthographique, NER, NAIR, uniquement le partage phonologique. Alors, juste pour finir, parce que je sais que cette vidéo est longue, mais bon, faut bien arrêter au bout d'un moment. On a Gringuer et Ferrand en 93 qui vont venir dans une dernière étude, entre guillemets, venir varier l'amorce de 17 à 102 millisecondes. Donc l'amorce, vous voyez, c'est le temps où ils mettent NER, NERT ou NERG, NERG ou encore NER, NAIR. Donc ils vont faire varier ça de 17 à 102 millisecondes. Donc là, il y a vraiment un côté, encore une fois, subliminal, c'est vraiment très rapide, presque imperceptible consciemment. C'est vraiment un traitement automatique. Il s'agit toujours d'une décision lexicale, donc est-ce que NER appartient ou non à la langue française? Si on prend toujours cet exemple-là, après on peut en trouver d'autres. Et du coup, ils ont varié de 17 en 17 l'amorce, donc ça fait 17, 34, 51 jusqu'à 102. Et du coup, chaque sujet ne fait qu'un seul SOA. Donc le SOA, je rappelle, c'est le temps de l'amorce plus l'ISI qu'ils ont essayé de mettre à zéro. Voilà. Donc en fait, il n'y a quasiment pas de temps d'écran blanc, entre guillemets. Et du coup, ils ont trouvé des résultats qui viennent montrer que les différents effets ne sont pas toujours présents et ne sont pas toujours présents et ne sont pas présents simultanément toujours non plus. Donc typiquement, pour être un peu plus clair, donc dans les conditions en fait 17-34 globalement, on a juste la facilitation orthographique qui apparaît. Donc si on explique, ça veut dire que de 17 à 34 millisecondes, que ce soit NER, NERT ou NER, NAIR, ça sera le même temps, car l'effet orthographique de la facilitation orthographique n'est pas présente à ce temps d'amorce. De 40 à 50 millisecondes, donc là c'est autour de 51, les deux effets sont présents, donc là on a orthographique et phonologique qui sont présents. Donc là en gros on observe en gros les deux effets. Il y a une disparition brutale de la facilitation orthographique à plus de 50 millisecondes. En fait je pourrais presque faire un petit schéma, je crois que je ferai un petit schéma, voilà, je vous le partagerai. Et pour finir, ah oui, non, c'est presque fini. L'effet phonologique est à son maximum vers 60 millisecondes. Donc c'est là en fait où il y a plus d'écart. Donc phonologique, euh, c'est là, à 60 millisecondes, c'est là où il y a plus d'écart entre NERG, la condition NERG et la condition NER, NERT. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'écart. Et disparition progressive du phonologique qui devient absent à 102 millisecondes. Donc en fait, là on a juste les résultats et la prof nous a dit qu'elle nous expliquerait tout simplement ces résultats, nous expliquerait le pourquoi du comment. Du coup, la semaine prochaine, à 8h du matin, génial,
J'adore commencer le lundi à 8h. Bon, du coup, c'est tout pour ce petit résumé, plutôt grand résumé. J'espère qu'il vous aura plu et enfin qu'il vous sera utile surtout. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.